pourrait présenter l'introduction à l'agroécologie. Qu'est-ce que l'agroécologie dans ses grandes lignes? Donc, en 10 minutes d'introduction, l'agroécologie, dans son sens premier, logique, c'est une discipline scientifique. C'est la logique des agroécosystèmes. Donc l'agroécologie, c'est d'abord une discipline scientifique, ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une discipline scientifique dont le rôle est de rendre compte de la complexité des agroécosystèmes, le fonctionnement des agroécosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. C'est donc l'agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est celle qui considère que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est bien un écosystème, un agroécosystème. C'est pas la plante, le troupeau, le sol, le climat pris séparément, c'est la prise en compte de l'ensemble de ces interactions entre sol, climat, plantes, animaux, végétation, espèces domestiques et espèces sauvages, pareil, animaux domestiques et animaux prédateurs sauvages, etc. C'est ça. Et malheureusement, l'agronomie est devenue très vite normative. Elle a dit aux agriculteurs, voilà la variété améliorée. Beaucoup d'agronomes sont devenus non pas des scientifiques, mais des scientocrates, prenant le pouvoir, sans doute parce que proches de Dieu, pour dire le meilleur, la variété améliorée. Améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître à n'importe quel coût, en pénibilité ou en environnement. Alors ça, il faut renoncer à cette agronomie qui est devenue normative et qui a dicté à les agriculteurs ce qui était soi-disant meilleur, et il faut revenir à la compréhension de ce qui résulte des techniques agricoles multiples pratiquées par une très grande diversité d'agriculteurs dans une multitude de terroirs de par le monde. Voilà, ce serait la première définition de l'agroécologie. Alors je vais vous infliger en 8 minutes un cours d'agroécologie. Première chose, vous vous êtes déplacé, vous avez dépensé de l'énergie. Et fort heureusement, vous allez pouvoir retravailler demain parce que soit vous avez mangé avant de venir ici, soit vous avez mangé après, mais tous les jours vous mangez votre ration énergétique dans l'alimentation. On a besoin tous les jours d'au moins 2200 kilocalories pour ne pas avoir faim et pouvoir retourner travailler le lendemain. Cette énergie, vous la trouvez dans l'alimentation, ça s'appelle sucre, ça s'appelle amidon, ça s'appelle lipides, les huiles. Et d'où ça vient? Du soleil. Alors la première bonne nouvelle de la soirée, c'est que c'est la plante, effectivement, qui est capable d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. Mais l'énergie que vous consommez, l'énergie que vous dépensez quand vous chantez, faites du foot ou autre, elle nous vient du soleil, et la première bonne nouvelle, c'est que c'est une ressource naturelle renouvelable. Il n'y a pas de perspective de pénurie, malgré l'hiver qu'on vient de subir, où quand même le soleil s'est un peu caché. Mais globalement, l'énergie solaire est une énergie naturelle, renouvelable, pour laquelle vous n'avez absolument pas à craindre de la pénurie. Donc pour fabriquer des calories élémentaires, c'est pas là le problème, c'est pas le manque de soleil, c'est comment va-t-on le mettre à profit pour fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, et nous pouvoir manger tout ça. Alors déjà, une première remarque, regardez dans vos champs, regardez dans les champs, le nombre de rayons du soleil qui tombent à terre et ne servent pas à la photosynthèse pour que ça ne tombe pas sur des feuilles. Donc la première règle, enfin il n'y a pas de règle en agroécologie justement, mais le premier principe général, c'est d'essayer d'avoir une couverture végétale la plus totale possible, que quand les rayons du soleil tombent sur une parcelle, ne tombent pas directement sur le sol, mais sur des feuilles qui seront capables d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. Couverture végétale maximale à chaque instant, couverture végétale la plus prolongée dans l'année. C'est-à-dire si on pouvait encore avoir de la végétation en hiver, si dans les pays tropicaux on pouvait encore avoir de la végétation disponible en saison sèche, on s'inspire de l'agroécologie. Voilà. Alors c'est légèrement plus compliqué parce que l'énergie prend la forme de sucre, d'amidon, de lipides, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça s'appelle hydrate de carbone. Et quand vous entendez carbone, interrogez-vous, où la plante trouve-t-elle le carbone pour nous fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides? Ben, figurez-vous, c'est dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a trop de gaz carbonique dans l'air, c'est un gaz à effet de serre. Mais pour l'agriculture, l'excellente nouvelle, c'est qu'on peut demander à nos agriculteurs de faire un usage intensif du gaz carbonique
Si la plante peut en prendre le carbone, relâcher l'oxygène par ce mécanisme qu'on appelle la photosynthèse, j'ai envie de dire aux agriculteurs, surtout sans retenue aucune. Il n'y a pas pénurie de gaz carbonique, et ça pour l'agriculture, c'est quand même une deuxième excellente nouvelle. La question, c'est que si on veut que la plante, effectivement, fabrique, avec l'énergie solaire, cette énergie alimentaire qui s'appelle hydrate de carbone, prendre le carbone, relâcher l'oxygène, il faut que la plante puisse intercepter le gaz carbonique par des petits trous, et ces petits trous, c'est les trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, quand il fait chaud, sec, et qu'il y a des vents desséchants, elle transpire. Voilà. À une différence près, c'est que nous, si on ne boit pas tout de suite, on meurt de déshydratation, alors que la plante, quand elle n'est pas assez abreuvée, disons, s'il n'y a pas assez d'eau dans le sol, si elle ne trouve pas assez d'eau, la plante, dans un premier temps, est capable de se protéger contre le dessèchement en cessant de transpirer. Elle cesse de transpirer, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, comme ça elle conserve son eau, malgré la chaleur, malgré les vents très secs. Le problème, c'est que quand elle ferme les orifices par lesquels elle transpire pour se protéger de la sécheresse, elle ferme les trous par lesquels elle arrive à intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, relâcher l'oxygène. Donc vous avez parfois des champs, en France, l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre. L'agriculteur sème du maïs, et enfin, au mois de juin-juillet, enfin, la totalité de la parcelle recouvre la totalité du sol, et tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles. Alors vous dites, chapeau, c'est bien. Sauf que peut-être, ça ne fonctionne pas, parce que si la plante n'a pas assez d'eau dans le sol, elle cesse de transpirer, les rayons du soleil tombent sur des feuilles, ça ne sert à rien, parce que les orifices par lesquels elle transpire sont fermés. Donc il faut que la plante soit suffisamment alimentée en eau. Vous voulez que la plante soit suffisamment alimentée en eau? Faites le meilleur usage de l'eau de pluie. Alors déjà, si vous arrivez à faire en sorte que l'eau de pluie ne ruisselle pas, ne rejoigne pas prématurément le ruisseau, la rivière et la mer, je veux dire, vous allez la faire infiltrer. Et pour ça, rien ne vaut une couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Le petit filet d'eau commence à descendre la pente, hop, il est arrêté par une feuille. Ça recommence et hop, il est arrêté par une racine. Et un peu plus tard, par un ver de terre. Si vous arrivez à faire en sorte que l'eau ne ruisselle pas et finit par s'infiltrer, vous aurez plus d'eau dans le sol, la plante pourra transpirer plus longtemps et elle pourra intercepter davantage de carbone, du gaz carbonique. Il faut que l'eau s'infiltre. Vous voulez que l'eau s'infiltre? Il faut que le sol soit poreux. Alors la réponse un peu traditionnelle, c'est le labour. Vous allez voir que le labour, c'est peut-être un peu ringard. Mais, parce que le labour présente un léger défaut, c'est qu'à force d'oxygéner le sol, et notamment l'humus des sols, une partie du carbone qui est dans l'humus des sols se retrouve à l'état de gaz carbonique, et il ne faut pas exagérer cette affaire-là. Donc, aujourd'hui, on sait qu'après tout, il y a des vers de terre qui peuvent faire la fonction. Les vers de terre, pendant que vous dormez, ils vont à la surface, ils mangent les résidus végétaux à la surface, et dès que le jour se lève, hop, ils rentrent en profondeur, ils creusent des galeries, donc, ils font des allers-retours, et l'avantage, c'est que le couvert végétal de la surface, il le digère, il restitue ça dans les profondeurs, ça va vous faire de l'humus. Donc le ver de terre, il a le mérite de créer une structure des sols qui le rend le plus poreux, et qui fait que l'eau va pouvoir s'infiltrer dans les sols. C'est un peu résumé ce que je vous raconte, mais le ver de terre peut faire la double fonction de aérer un sol et enfouir la matière organique, comme on dit, enfin les résidus de culture et autres. Voilà. Et donc à ce moment-là, l'eau rentre dans le sol. Vous voulez maintenant que l'eau qui est infiltrée dans le sol n'aille pas tout de suite en profondeur dans la nappe phréatique, mais reste accessible aux racines de la plante? Alors là, c'est, dans notre jargon d'agroécologie, c'est le complexe argilo-humique. C'est l'argile et l'humus. Bon, l'argile, on ne peut pas enrichir un sol en argile. Le sable, le limon, le sol sableux restera sableux, un sol limoneux restera limoneux. Mais par contre, vous pouvez l'enrichir en humus. Et l'humus, au risque d'être un peu réducteur, c'est un savant mélange entre du carbone et de l'azote. Le carbone vient souvent des résidus végétaux, c'est-à-dire ça vient du gaz carbonique de l'air. La plante a intercepté le gaz carbonique, fixé le carbone, fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides, mais aussi de la paille, des racines. Et quand les pailles et les racines se décomposent dans le sol, ça peut enrichir le sol en carbone, et c'est comme ça qu'on fabrique le carbone de l'humus.
Le petit problème, c'est que les microbes qui commencent à manger le carbone de la paille pour fabriquer des corps microbiens, pour qu'ensuite ça devienne de l'humus, pour faire ça, ils ont quand même besoin d'un peu d'azote. Et donc c'est quand même, l'humus, c'est quand même un savant mélange carbone-azote. Alors attention, le cours n'est pas complètement terminé. Dans la deuxième nécessité pour notre alimentation, on n'a pas besoin que d'énergie pour remuer. Là, je commence à dépenser de l'énergie, je vais avoir faim tout à l'heure. On a besoin de protéines, constituants essentiels des muscles, du sang et des os. Et cet azote, où la plante peut-elle le trouver? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air. Avant qu'on passe à 75%, vous pouvez attendre des siècles. Il n'y a pas, troisième bonne nouvelle de la soirée, il n'y a pas de pénurie d'azote en perspective. Je vous propose que les agriculteurs fassent un usage intensif des rayons du soleil à l'hectare, un usage intensif du gaz carbonique à l'hectare et un usage intensif de l'azote de l'air à l'hectare. Vous voyez que je suis pour l'agriculture intensive, si c'est faire un usage intensif des ressources naturelles, renouvelables et pléthoriques, celles qui ne coûtent rien, à une condition, ça va être le débat de tout à l'heure, que les agriculteurs aient accès au terrain. L'installation de jeunes agriculteurs dans la périphérie des villes, vous allez voir, c'est pas commode. Mais dès que vous avez accès à un terrain, faites l'usage le plus intensif de ce qui est naturel, renouvelable ou pléthorique. Alors, il y a des plantes qui savent faire ça. J'ai plus que 4 minutes. Oh, si vous pouvez juste résumer. Voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil conducteur. Vous avez des plantes de la famille des légumineuses qui arrivent à fixer l'azote de l'air. C'est des microbes qui le font. Et on peut fabriquer des protéines par la voie biologique avec l'azote de l'air. Les légumineuses, c'est les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les lentilles, les pois fourragers, les févroles et autres. Alors, en plus, ces plantes, elles laissent des résidus azotés dans le sol, elles permettent la fabrication d'humus, et l'azote qui est résiduel dans le sol va servir à la fertilisation des plantes de l'année d'après dans la rotation. Donc l'urgence, c'est qu'il y ait des rotations et des assolements diversifiés, peut-être même des associations de culture dans lesquelles il y a une bonne proportion de graminées, de plantes plutôt fixatrices exclusivement de carbone, et d'autres qui fixent l'azote. Dernier point, si vous mettez les animaux qui urinent sur la paille, vous fabriquez du fumier, l'azote de l'urine rejoint la paille, les microbes se composent des deux, ça fabrique du fumier, vous pouvez éventuellement le composter, ça fabrique de l'humus. Il ne faut pas mettre de l'élevage en Bretagne où l'azote fertilise les algues vertes du littoral breton, et un bassin parisien où quand les agriculteurs déchaument essayent d'enfouir les pailles ne se décomposent pas parce que le sol manque d'azote. Et quand vous voulez fertiliser du blé, à défaut de mettre de l'urine, vous mettez de l'urée, ou vous mettez de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium. Ces engrais azotés de synthèse sont très coûteux en énergie fossile, c'est du gaz naturel russe ou norvégien, et quand vous étendez les engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, un gaz qui est 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Et puis dernier point de l'agroécologie, vous avez besoin de calcium, de phosphore, de potasse, d'éléments minéraux, le calcium pour les eaux, le phosphore pour phosphorer. Ça, la plante le trouve dans le sol. Et pour le phosphore, je vous le dis tout de suite, la crainte, c'est que d'ici 4 à 5 décennies, certains experts nous disent, il va arriver aux mines de phosphate ce qui nous arrive pour le pétrole. Alors effectivement, il faut être très économe en phosphate, il faut recycler le phosphate des effluents d'élevage, et ça s'appelle aussi fabriquer du fumier, et ne pas laisser le phosphate fertiliser les algues vertes du littoral, hein. Pareil, il faut recycler tous les effluents d'élevage, et puis il faut peut-être trouver du phosphate ailleurs. Les éléments minéraux, vous pouvez en trouver en profondeur. Quand un schiste, un granit est altéré par le climat, vous avez des éléments minéraux qui sont libérés, et qui ne sont pas accessibles à une racine de blé ou de sorgho. Par contre, c'est accessible à des racines d'arbres. Les arbres avec des racines profondes, ça peut être le pommier de la prairie, ça peut être les arbres de la haie, en tout cas, ça peut être des noyers dans du blé dur, mais avec des racines d'arbres, vous pouvez aller chercher les éléments minéraux en profondeur, les mettre dans les feuilles, quand la feuille morte tombe à terre, vous fertilisez la couche arabe avec des éléments minéraux qui ont été cherchés en circuit court, depuis la profondeur jusque la surface. N'hésitez pas, il faut en faire l'usage le maximum de ces ressources-là du sous-sol. Ça s'appelle remettre des bocages, agroforesterie, faire des prés vergers, des prés bois. C'est des techniques savantes. On va vous dire que c'est des techniques qui existent déjà. Il y a des gens qui ont déjà largement éprouvé toutes ces techniques. Mais soyez sans crainte, les éléments minéraux, on peut les trouver. Alors en plus, il y a aussi des éléments minéraux qu'on trouve dans la couche arabe, mais qui sont considérés comme inassimilables, qui étaient dans la roche-mère autrefois, qui ont été altérés il y a des siècles, et qui sont restés dans la couche arabe, coincés entre les feuilles d'argile.
Ces éléments minéraux, la plante n'y a pas accès, mais vous avez des champignons filamenteux, des espèces de moisies qui vont aller vous chercher les éléments minéraux entre les feuilles d'argile et le rendre accessible aux plantes. Donc, quand vous cherchez les éléments minéraux en sous-sol ou les phosphates inassimilables entre les feuilles d'argile, vous reculez la crainte de pénurie, c'est en décennies et en siècles. Donc là, il faut être savant. Et pour avoir ces champignons, il vous faut parfois mettre des engrais verts, parfois du bois rémal fragmenté. J'évite les détails, mais une végétation un peu humide favorise la prolifération de ces champignons qui vont à la fois vous chercher les éléments minéraux et en plus sécréter des substances qui vous donnent au sol une stabilité structurale pour conserver sa porosité. Voilà, c'était juste pour vous dire, il y a des fondements agronomiques, agroécologiques, qui permettent à l'agriculteur de gérer en circuit court le cycle de carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle des éléments minéraux, avec en plus, quand vous mettez des haies, vous ne faites pas seulement brise-vent et allonger la durée de photosynthèse, vous hébergez des coccinelles. Et quand vous hébergez des coccinelles, il y a moins de pucerons. Et quand il n'y a plus de pucerons, vous ne mettez pas de pesticides. Et si dans la bande enherbée, vous avez des scarabées, les scarabées vont neutraliser les limaces et vous ne mettrez pas de pesticides. Bref, l'agriculture inspirée de l'agroécologie, elle neutralise les ravageurs, elle ne les tue pas. Mais du coup, il n'y a pas besoin de mettre des pesticides, il n'y a pas apparition de mutants résistants aux pesticides qui va proliférer dans un désert de faune sauvage. Donc on peut aussi pratiquer l'agroécologie avec des espèces et des variétés domestiques tout en respectant la faune sauvage. C'est ce que je vous raconte là, c'est savant, c'est moderne, j'en conviens, c'est artisanal, c'est exigeant au travail, et l'agriculture inspirée de l'agroécologie, elle va être aussi intensive en emploi. Voilà. C'est ce que Valentin appellerait l'agriculture paysanne.